Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Vendredi 21 avril, la journée du release de Evil Dead Rise. Es-tu excité, mon Stéphane? Sérieusement, vraiment beaucoup. C'est un film que j'attends depuis longtemps. J'avais aimé Evil Dead 2013 de Fede Alvarez, que j'ai trouvé que c'est un bon film d'horreur qui n'avait pas besoin d'avoir le nom d'Evil Dead dessus, mais ça, on en reparlera. Ouais. Mais c'est un film que j'avais trouvé brutal, puis je me demande comment, si en fait Lee Cronin va avoir réussi à topper ça avec Evil Dead Rise. Je pense que ce qui est le fun avec Evil Dead Rise, du moins, tu le sais, je ne regarde pas beaucoup de trailers dans la vie, là. Mais ce que j'ai vu, c'est que ça se passe dans l'univers d'Evil Dead sans s'appuyer sur tout ce qu'on connaît. Le cabin, le gars habillé comme Ash, qui ressemble un peu à Ash, mais qui n'est pas vraiment Ash. Ça a l'air de s'en aller ailleurs. Mais j'en sais pas plus. Fait que ceci dit, j'ai très hâte. Je devrais le voir en fin de semaine. OK, mais là, la question, c'est est-ce que tu veux en savoir plus un peu? Parce que moi, mercredi soir, accompagné de Martin et de Donald Plante, et plusieurs d'autres personnes, hein, il y avait Marc Boisclair d'Horreur Québec, j'ai vu Philippe Ivanovic qui a fait le poster de Hell to the Deadites. On était à un screening de Evil Dead Rise. Excuse-moi. Hell to the Deadites. Non, je me suis pas trompé. Je suis dans l'une. Je pensais que j'avais dit Philippe avait fait le poster d'Evil Dead Rise. Mon cerveau. Non, c'est ça. Tu t'es corrigé sans te tromper, ça va bien. Ouais, c'est ça. Je m'auto-correcte quand je fais pas de fautes. Whatever. Faudrait que je m'auto-correcte quand je fais des fautes. Mais non, fait qu'on a vu le film mercredi soir. Fait que est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu ou t'aimes mieux Oui, attendre de certainement. voir Non, le non, non, film? non, parce que ça ne va pas changer mon appréciation ou pas, mais tu peux me le faire sans spoiler puis m'en parler, certain. D'ailleurs, je t'ai supposé être là, Steve, tu m'as invité généreusement. Aussi, Puis ouais. moi, de mon côté, j'ai été invité à un autre film d'horreur qui était le premier match du Rocket contre les Comets de Utica dans la Ligue américaine, le club école des Canadiens. Ouais. On s'est fait visser, mon gars, 4-0. Pas capable, on courait après la POC, puis c'était quand même assez rough, mais j'ai eu une très belle soirée pareil. Ouais. Mais comme je t'ai dit, c'est un autre type de film d'horreur. Voir ton team se faire humilier de même, là, c'est pas super. Ah oui, c'est ça, parce que, tu sais, quand que j'ai eu les billets, je t'ai tout de suite demandé, Stéphane, veux-tu qu'on aille voir le film pour en parler sur le show, tu sais? Puis là, tu pouvais pas. Fait que là, je me suis dit, bon, on m'a appelé Martin. Non, c'est pas vrai. En fait, Martin est à Gatineau. Fait que c'est quand même assez loin de descendre pour venir voir un film. Puis en plus, Donald Plante m'avait dit j'ai un billet de trop si jamais, etc. Blablabla. Mais Martin a fait le chemin. Martin, c'est le best buddy que tu peux pas avoir. C'est un trooper, Martin. Martin, si tu n'as pas de lait, ben, il pourrait descendre de Gatineau pour aller chercher du lait, tellement que Martin, c'est une bonne personne. Fait que Martin est venu voir Evil Dead Rise. Il a fait 1 heure et demie de route, regardé le film, 1 heure et demie pour s'en retourner. Et en plus, il m'a même donné un cadeau que je te parlerai dans mon tour de table dans pas longtemps. T'essaies-tu de me faire sentir mal, là, en m'écorchant au passage que Martin va aller te porter du lait si t'en as plus, puis lui, c'est un bon chum parce Ah, qu'il a c'est ça. accepté ton ticket. Ah ouais. Ouais. OK, qu'est-ce que tu veux que je Mais fasse? bon. Je me sens comme de la merde, t'as réussi. C'est correct. T'es une marde virulente. Donc, C'est pas moi, ça. C'est pas moi, c'est ça. vrai, non, je sais, mais approprie-toi le titre pendant quelques secondes, c'est tout. Donc, Evil Dead Rise. Écoute, j'ai j'ai fini. Moi, quand j'ai été voir Evil Dead 2013, je suis sorti de là, puis j'étais comme, wow! C'était, c'est comme more than what I was expecting. J'avais vraiment trippé et vraiment aimé ça. Je suis sorti d'Evil Dead Rise hier, pas aussi excité. Cela dit, je pense que certaines personnes vont adorer le film, comme Martin hier soir, et d'autres vont le détester, parce qu'il y a plusieurs monde qui détestent 2013, et d'autres vont, je pense comme moi, avoir apprécié le temps que j'ai regardé le film sans avoir capoté ma vie. Et je me rends compte que la raison, je crois, que j'ai pas capoté ma vie,
c'est que je m'attendais à ce qu'enfin on ait un genre de tie-in avec l'univers d'Evil Dead. Et outre deux petites mini-choses que si tu tousses, parce que c'est audio, durant la projection, ou qu'il y a quelqu'un qui mange du popcorn trop fort, tu l'entends pas puis tu comprends pas, ben il n'y a pas de tie-in Hmm. au Evil Dead. Ben en fait, ils sont là. Mais comme je t'ai dit, c'est tellement minime que c'est comme Et que c'est ensuite que quand le film a fini, il a fallu que j'aille voir sur Internet, puis que là, je pose une question à Google et que ça me sorte des articles avec Lee Cronin qui parle du film. Tu fais comme OK, ouais. Tiré par les cheveux. Mais si ça avait été bien expliqué dans le film, je pense que j'aurais plus acheté le film. Je suis un peu tanné des, des références de Evil Dead. Tu sais, comme dans les années 2000, là, à chaque fois que tu regardais un film indépendant, tout le monde pluguait un magazine Fangoria, là, parce que c'était un film d'horreur indépendant. Ah, c'est cool, Fangoria. Ben, je pense qu'on on est beyond that. Là, tu sais, les catchphrases que Bruce Campbell fait dans Army of Darkness, pas obligé de les faire redire par le personnage dans Evil Dead Rise. Ouais, Fait c'est que, assez, là. C'est beau, là. Tout le monde les connaît, puis c'est facile de s'appuyer là-dessus quand même. exactement. Fait que c'est ça qui m'a dérangé. Donc, je pense que je dirais pas allez pas voir ça, c'est pas bon. Je dirais pas allez voir ça, c'est écœurant. Je pense que tout le monde, faut qu'il le regarde et se fasse une propre opinion. Puis c'est la beauté avec cette série-là, en fait. Je pense que tout dépendant, c'est quoi le premier film que tu as vu de la série, ben, ta perception va changer des autres films. Puis il y en a qui ont commencé à en voir le 2 en premier. Moi, j'ai vu Army of Darkness. Il y en a qui ont grandi avec The Evil Dead. Il y en a qui ont parti avec 2013, puis après, ils ont vu la série, puis ils ont vu les films. Fait que overall, ça va être un succès. Succès au box-office, c'est hyper gore, il y a du sang, il y a des affaires cool, et ça va amener à d'autres films éventuellement. Cela dit, si vous me demandez de le classer dans la liste en ordre des films, je crois que pour moi, il se situe en bas de la liste. Mais je ne dis pas que j'aime pas ça. Fait que, Ah oui. Mais c'est quand même une grosse liste, on s'entend, tu sais. oui, Dans ta liste, est-ce que tu comptes la série Ash vs. Evil Dead ou tu parles seulement des films? je parle des films. Bon. La série, j'ai de la misère à la classer dans ça. Mais je pourrais éventuellement m'asseoir et réfléchir. Faudrait que je réécoute la série, tu sais, pour pouvoir Mhm. vraiment comme On peut le démystifier faire ça. ensemble, ça, parce que j'ai Mhm. vraiment le goût de la réécouter au complet, back-à-back. Tu sais, j'ai quelques go-to épisodes là, que je regarde une fois de temps en temps parce que je le sais OK. que c'est un good time, mais quand il retourne au Nobi Cabin, tu sais, c'est OG Ash là, qui retourne au Nobi Cabin. Fait que là, il n'y en a pas de problème de revenir sur tes références. C'est C'est lui le ça. personnage, tu sais. Puis ça, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça bon. Mais tu vois, moi, si je classe mes films, le premier que j'ai vu, c'est Army of Darkness, comme bien du monde. J'avais aucune idée qu'il y avait un prequel à ça. J'ai regardé Evil Dead 2 après. Evil Dead 2 est devenu mon film préféré à ce moment-là. Là. La première fois que Ouais. j'ai regardé ce film-là, je le montrais à mes amis, je les invitais chez nous, puis je tripais bien raide. Evil Dead 1 par la suite, que j'ai trouvé correct, mais que vu le temps et le contexte dans lequel je l'ai vu, ça ne m'a pas Ouais. jeté à terre. Puis tu sais, C'est ça. c'est un shock movie, hein, Evil Dead 1. Entre autres, la scène du crayon dans le tendon d'Achille qui reste longtemps, ça shot, puis le crayon, Mhm. ça, c'était pas mal du jamais vu. Là. Tu sais, de Non, c'est ça. vraiment se concentrer sur du gore pour faire vomir du monde dans les screenings. Mais ça reste que, j'ai pas tant embarqué que ça. Puis Evil Dead 2013, je suis allé le voir soir de première au cinéma avec des amis. Puis moi, tu vois, je suis sorti avec le même feeling que toi avec Evil Dead Rise. OK. J'ai eu du fun. Là. J'ai trouvé le film, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire en termes d'effets pratiques, en termes de constance. Il Mhm. se passe toujours de quoi. Il y a beaucoup de brutalité, mais il s'appuie sur une franchise. Anyway, on pourra en reparler. Je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, Steve. Ouais. Mais tu vois, cela dit, je vais quand même finir par m'acheter le Blu-ray, le Ben DVD, oui. le 4K, le Steelbook, et ça dans toutes les langues que je vais pouvoir le trouver pour continuer la collection, parce que c'est pas un mauvais film. C'est pas vraiment pas un mauvais film. C'est un bon film que chacun doit se faire son opinion en le regardant, mais je pense que ça va être plus positif que négatif. Ben, je vais te donner mon opinion la semaine prochaine, Steve. Ah, c'est merveilleux ça. Fait que tu sais, 21 avril, c'est la date qu'on va se rappeler quand est-ce que Evil Dead Rise a été released. J'ai le mot anglais. Et Daniel va pouvoir ajouter ça dans son fameux recap du 21 avril dans les prochaines années. Qui, ça?
Salut tripeux d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 21 avril, il y a un total de 18 films qui sont sortis, dont voici le très peu de highlights qu'il y a parmi ceux-ci. Sérieusement, je vous avertis, il n'y en a vraiment pas gros. Mais premièrement, en 1987, on a The Gate, qui est un film réalisé par Tibor Takas, qui a aussi réalisé I, Madman, que je vous ai parlé il y a quelques semaines. The Gate raconte l'histoire de Glenn et Terry qui ouvrent accidentellement un portail vers l'enfer dans la cour arrière de l'un d'eux, puis ils vont tenter de le refermer avant que des démons en sortent pour conquérir le monde. Sérieux, tout comme I, Madman, je me dois de voir ce film-là et sa suite, ça me manque à ma culture. Ensuite, en 1989, on a Pet Sematary, qui est l'adaptation du célèbre roman de Stephen King du même nom. Pet Sematary raconte l'histoire d'un cimetière qui ressuscite tous ceux qui y sont enterrés. Il n'y a pas grand-chose d'autre que je peux dire à propos de ce film-là qui n'a pas déjà été dit. Zelda est super creepy. Judd, qui est joué par Fred Gwynne, qui jouait Herman dans The Monsters, est un voisin ben trop sympathique. Puis le remake de 2019, ben, il était correct. That's it! Pour vrai, c'est tout. Mais là, il y en a qui vont probablement se demander pourquoi j'ai pas nommé Evil Dead Rise aujourd'hui. Et c'est assez simple, c'est parce qu'il y a eu sa première le 15 mars dernier au festival South by Southwest. Puis moi ici, je ne fais que nommer la toute première fois qu'un film a été diffusé, même si c'est dans un festival. Mais ouais, Evil Dead sort aujourd'hui partout au cinéma, donc à tous ceux qui vont aller le voir, j'espère que vous allez l'enjoyer. Puis n'oubliez pas de ne pas spoiler pour ceux qui vont aller le voir plus tard, comme moi. Sur ce, merci les tripeux, à la prochaine et back to you Steve et c'est pas aujourd'hui que je vais dire ton nom. Oh, sacrément. C'était evil ça. Oh wow! Ça c'est très très drôle. J'ai ouvert la porte la semaine Oh passée my avec Dung Beck, là, je me rappelle plus de son nom, mais j'ai été cool avec, j'ai dit bonne fête presque, puis tu sais, j'y ai dit, moi ma fête c'est bientôt, tu sais, c'est le 29 avril, fait que d'après moi, c'était la semaine prochaine qu'il va peut-être apprendre à se remémorer d'un nom. Puis il a nommé 2 films, là, il dit que The Gate manque à sa culture, ça veut-tu dire qu'il l'a pas vu ou qu'il s'en souvient pas comme toi Steve? Je pense qu'il l'a pas vu. S'il manque à sa culture, ça veut dire qu'il l'a pas vu. Moi, j'ai vu ce film-là pour la toute première fois dans un autobus lors d'un retour de Sharkstock. On avait loué un bus pour aller à la convention. J'ai acheté The Gate, vraiment pas cher, à Sharkstock. Et en revenant, on l'a mis dans l'autobus. Je n'avais jamais vu The Gate. En fait, mon cerveau me dit que j'avais jamais vu The Gate. Je l'avais sûrement vu quand j'étais jeune, mais bon. Et oui, j'ai vu The Gate. J'ai jamais vu le deuxième, par exemple. Je l'ai ici. J'ai jamais regardé le deuxième. T'as-tu eu du fun avec The Gate? J'avais bien aimé ça. J'avais trouvé ça super cool, sympathique. Hein? Ouais. C'est sympathique, c'est le bon terme. Ouais. Puis évidemment, comme chose, il dit Pet Sematary, il n'y a plus grand-chose à dire. Un peu comme les catchphrases de Ash dans Army of Darkness. On les connaît toutes, les scènes. Puis tout ce que j'ai à dire, c'est Sometimes dead is better. Puis ça, man, ça te reste dans la tête une fois que tu entends Judd dire ça. Fred Gwynne a fait quand même une popée performance exagérée, mais parfait pour l'époque dans laquelle il a fait son rôle. Mm-hmm. Moi, j'adore Pet Sematary. Guillaume n'est pas de mon opinion. Il déteste le film. Il l'a vu dernièrement, dans la dernière année, M. Boivin. Mais, il déteste? Ah oui, il ça pour mourir. Il pourrait te détruire demain matin. Il a tout haï du film. Surtout le acting, les personnages, l'histoire, en tout cas. Je mets les mots dans sa bouche, là, mais en tout cas. Il a raison que le acting n'est pas fou, mais c'est un film d'horreur à bas budget des années 80, basé sur un roman de Stephen King encore. Il n'y a pas eu, à part The Shining, il n'y a pas eu grande performance d'acteur spectaculaire. Là. Certainement pas dans The Dark Half, en tout cas. C'est ça, je m'en allais dire. Mais non, Pet Sematary, moi, ça fait partie de mes 5 films, là, je pense, 5-6 films là, que j'adore au plus haut point dans l'horreur. Et là, Daniel nous a parlé, c'est vrai, 15 mars, Daniel, tu as très, très, très raison. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Steven Chia, qui reste à Los Angeles, qui a fait toutes les animations, pas le générique du début, mais les animations sur Hell to the Deadites, qui m'a dit cette semaine que lui, il a vu Evil Dead Rise en septembre 2022, la première cote
pour le studio, pour les commentaires, puis il avait adoré ça. Fait qu'il avait C'est hâte de le revoir pour voir qu'est-ce qui avait été changé ou non dans le film. Fait que c'est fou pareil, là. Le film est comme ready, whatever, depuis septembre d'un sens, puis en fait, ils ont Ben fait des oui. modifications jusqu'à dernièrement. Quelle Donc, chance quand même de voir ça quasiment un an d'avance. Hein? très cool, c'est très, très cool. Donc, bon, ben merci beaucoup, Daniel. En parlant de Daniel, on est dans les dés. J'ai dit que j'étais voir Evil Dead Rise. Donald était là. Durant qu'on était... après le film, en fait, on en a profité pour enregistrer une petite chronique de B à Z qu'on va vous montrer plus tard durant le show. Parce que là, moi, je veux vous montrer des choses que j'ai reçues cette semaine chez nous. Mais des choses que j'ai reçues, des choses que j'ai été chercher, quelque chose que je me suis fait donner par Martin. Un vrai avantage. Bienvenue au tour de table horrifique. Ah, je t'ai complètement coupé. Qu'est-ce qu'on allait dire, Stéphane? J'ai dit quel aventurier. Voilà. Ben oui, c'est ça, plein de choses. Je vais commencer par quelque chose que je me suis fait donner par Martin, en fait, durant qu'on était mangé à un restaurant proche du cinéma La Banque Scotia, avant Evil Dead Rise, le McLean's Pub. Je ne sais pas si tu connais le McLean's Pub. J'allais là quand je travaillais C'est un Irish pub, bien entendu. Oui, effectivement. Et dur à battre, un Irish pub. C'est très bon chez McLean's. Et un ami à nous, Vincent, qui va être à Shockstock, est venu nous rejoindre. Et il y avait des films pour Martin qui avait commandé durant une selle de Vinegar Syndrome. Et en fait, durant 2 ventes de Vinegar Syndrome. Et Vincent s'est rendu compte que Martin a commandé 2 fois le même film. Oh. Donc, un avec slipcover, pas de slipcover. Fait que Martin m'a dit, tiens, Steve, cadeau. Fait que Girl School Screamers. Pochette était écœurante. Pochette est écœurante. Je connais pas pantoute ce film-là. C'est un film de je sais pas trop quelle année, 1984. Fait que genre de truc qu'éventuellement va falloir regarder avec du popcorn, de la bière, puis c'est ça. D'autres choses, exact. Mais tu vois, je m'en allais dire, c'est un bel hommage aux pochettes des années 80, puis Callis, c'est un film des années 80, et ça ne sera jamais retouché, ça. C'est intouchable, cette époque-là. Effectivement, les pochettes étaient tellement écœurantes. Après, je suis tombé sur une petite vente de lots de figurines proches de chez nous. Donc, de Hit. Fait que j'ai été me chercher plein de petits pops qui m'ont pas coûté cher. Ça m'a coûté 30$ pour tous ces pops-là, Beverly, ici. Hein? Je continue. Bon, les personnes qui écoutent, malheureusement, il y a un toutou aussi, ils ne voient pas, mais c'est des personnages des films Hit, du reboot Récent, là, remake. c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai ça aussi. J'ai un petit Pennywise, qui ça, c'est l'ancien, en fait. Celui de 91. Tim Curry. Ouais. Tim Curry. Un autre petit truc de Hit ici, comme ça. Et enfin, le bateau de Georgie et son bras. Ben, et son bras. Le bras, en plus, c'est bien cool, ça. Fait que 30$, la fille a déménagé, puis elle avait l'air de vendre d'autres choses. Elle a des trucs de Stranger Things qu'elle avait vendu à quelqu'un d'autre, etc. Fait que pas cher, ça va aller dans ma collection de l'autre côté. Et la chose que j'ai reçue, juste parfait, timing parfait, le Fangoria de Evil Dead Rise. Donc, j'ai pas encore lu l'article, mais je compte bien lire l'article. Je pense qu'il y a une entrevue avec Lee Cronin qui, en passant, avec Infamous Horror, on a aussi fait une entrevue avec Lee Cronin, puis on va vous la présenter à la fin de cette émission, de ce show-là, de cette semaine, un podcast. C'est en anglais, mais c'est toujours intéressant. Ah, j'ai oublié. Un petit ballon de Hit aussi. Le Red Balloon. Fait que c'est ça mes acquisitions, c'est ce que j'ai reçu, été chercher, me suis fait donner cette semaine. C'est une bonne semaine. Mais hein, moi, je ne suis pas allé chercher ni reçu rien de personne, à part le prêt de Vicious Fun en Blu-ray que tu m'as prêté la semaine passée. Oui. Mais je peux te donner un petit update. Tu te rappelles, au New Jersey Horror Con, j'avais acheté des bandes dessinées que voici, de Nightmare on Elm Street. En passant, celle-ci vaut 54$ US. Sérieux? Ouais, puis tu sais, je m'en fous. C'est juste curieux. Le gars me l'a vendu 5$, je pense. Je peux dire, juste un review rapide, celle-ci, c'est mauvais. C'est vraiment pas bon. C'est très beau, mais c'est super mal écrit, puis c'est précipité, puis j'ai vraiment pas trouvé ça bon. Tandis que ça, You'll Never Sleep Again, First Edition,
Ça capture l'essence de Nightmare très, 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 très bien. OK. J'avais l'impression de regarder un film, j'avais un gros smile dans la face. Puis Caro est arrivée dans la cuisine, ma conjointe, elle me voyait aller des BD, puis elle dit « Oh, cute! » J'avais l'air d'un petit gars, là, mais c'était vraiment très, très bon. Puis, c'est sûr que c'est cher, mais vous pouvez le trouver en ligne, les auditeurs, assez facilement en version PDF. Ça vaut la peine. C'est un slow burn, mais comme Freddy devrait être. Tandis que l'autre Nightmare, là, avec le glossy cover, on le voit dès le début, puis il se met à faire des jokes. C'est comme le Freddy de Nightmare 5, que je n'ai pas trop aimé. Là. Tandis que lui, c'est vraiment OG Freddy. Puis Steve, ça, je ne sais pas si tu les as lus, mais Evil Dead 2, Beyond Dead by Dawn, les Encore, trois sont là-bas, mais je n'ai jamais lu. C'est un mini-series, là, ça termine après ces trois-là, puis ça se passe exactement après Evil Dead 2, quand Ash se fait absorber dans le portail puis il retourne dans le passé. Okay. Mais c'est incroyable parce que... oh merde, le nom m'échappe. La fille à la fin, Annie Nobi, elle est supposée être morte dans le film parce qu'elle a le dagger dans le dos, dans le fond. Puis elle n'est pas morte, finalement. Elle se ramasse en enfer, puis il faut qu'elle regagne son corps. Fait elle est morte, mais elle commence le monde. Puis là, c'est toute une histoire sur elle en enfer qui se bat contre les démons, puis c'est fucking bon. Vraiment drôle, man. Ah, c'est cool. Voilà. C'est pas un tour de table, mais c'est un retour sur un tour de table. C'est un retour de table. Ça se dit-tu, ça? Ah, ouais, ça se dit. Un retour de table, ça a bien de l'allure. Hein? Mais tu vois, l'affaire de ton 54$ pour un comic que tu as payé 5, c'est ça qui est le fun d'aller dans les conventions. C'est sûr que là, il y a un smartass qui m'a dit « Ouais, mais là, le gaz, ton hôtel, ta passe, tu sauves pas vraiment d'argent. Tu aurais dû acheter ça à 54$ sur eBay. » Fuck off, là. Ben non, voyons. On parle du trip, là, OK? On n'est pas allé au New Jersey HorrorCon pour acheter des BD, câlisse. C'est ça, exactement. Fait que, mais tu vois, on va trouver des choses comme ça, on sait même pas que ça vaut cher ou pas, on veut juste l'avoir, puis c'est un beau petit cadeau, mais comme tu dis, je m'en fous. Mais si le gars l'avait vendu 54$, tu l'aurais pas pris. Elle serait encore sur son mur ou dans ses boîtes. Exactement. Fait que c'était très cool. Maintenant, t'as regardé un film, toi, cette semaine? Ouais, puis toi, t'as joué à un jeu cette semaine. Ouais. Fait que tiens, on va en parler un petit peu. Là. Ah ouais, donc. Ok, go. Hey, toi, regarde-moi ça. Alors, avant que tu commences à parler de Vicious Fun, tu m'as comme lancé un genre de défi que tu as appelé Eurgame moi ça. Fait que je veux te parler de ce jeu de Nightmare on Elm Street, justement, avec un petit Eurgame moi ça. Débile, man. J'ai fait ça en 20 minutes à matin, juste pour... Ben, c'est pour ça que je t'ai engagé, Steve. C'est que toi, tu as du talent que moi, j'ai pas. C'était bien cool, ça, comme intro. C'est des images de stock footage avec une musique stock footage. Mais c'était juste, je trouvais ça très drôle. Et le feu à la fin en 8 bits qui est dégueulasse. Parfait, man. Ordinaire. Hey, écoute, j'avais jamais même vu ou joué ou quoi que ce soit à ce jeu. Ouais. Ouais, écoute, je savais que Friday the 13 existait, mais Nightmare on Elm Street, aucune idée, ça a passé là, loin de moi, loin de mes yeux, loin du cœur, rien. Jamais, j'étais pas au courant. Et c'est drôle parce que c'est comme ça n'a pas vraiment rapport avec Nightmare on Elm Street. C'est comme un jeu typique des années 80 où est-ce que c'est un genre de Ninja Gaiden, mettons, mais enlève l'épée, tu ramasses des trucs, puis tu te promènes, puis le kit. Mais c'est le fun de jouer à des jeux de même. Oui, quand même. C'est un jeu de plateforme que je trouve que les physics du personnage sont vraiment en poche. C'est peut-être ça qui est le pire défaut du jeu. C'est quand tu sautes, tu flottes, puis c'est bien tough. Il y a comme du momentum quand tu cours aussi. Mais outre les contrôles, ça reste un jeu, comme tu dis, qui est correct. C'est un jeu léger. Puis ils ont collé la licence de Nightmare on Elm Street par-dessus, man. C'était un rêve pour moi quand j'étais kid, mais calisse que j'étais déçu quand je l'ai loué la première fois.
Mais tu sais, il y a quand même les final boss de chaque stage qui ont un petit peu rapport. Je vais t'avouer, je me suis pas rendu jusqu'à la fin. Est-ce que Freddy est là à la fin? Oui, ben oui, certainement. OK, OK, OK. Une chance. En fait, C'est même pas- Freddy apparaît si tu t'endors dans le jeu. Il faut que tu trouves un boombox pour te réveiller ou du café, si je ne me trompe pas. Comment Euh, tu peux t'endormir dans le jeu? Ben, c'est que tu tombes en mode dream, dans le fond, puis là, ton écran se met à waver. Puis là, tu es dans le OK. Nightmare World, la musique change. Puis avant que tu tombes dans le Nightmare World, tu entends la comptine 1-2, Freddy's Coming for You, en 8 bits, fait qu'il n'y a Je me pas de suis même pas parole, rendu bien là. entendu. Ouais. Ben, c'est ça, tu n'as pas besoin de jouer longtemps pour pogner l'essence du jeu pareil. T'sais. Mais Non, c'est oui, ça. les différents boss, c'est des versions de Freddy, comme un gant sur une chaîne. C'est ça. Après ça, tu as Freddy en intégrale, là, comme qui ressemble vraiment au likeness du personnage. Avec les moyens du bord, ils ont fait de quoi de correct. T'sais. C'est ça. Mais c'est le fun, ce genre de jeu-là. Puis après, ben, je vais t'avouer que mon attention a dérivé dans ta console Nintendo sur Ninja Gaiden, sur Rad Racer, Red Racer, Rad Rad Racer. Hey, c'est Racer, fucking super. dur! Ben, by the way, Rad Racer, c'est développé par Rare aussi. Puis Rare, c'est le même développeur qui a fait Nightmare. Ah, écoute, j'étais comment je jouais à ça quand j'étais jeune. Puis là, je vais recommencer. Puis je me rappelle, j'ai un souvenir dans le salon chez mon oncle. Puis je commence à jouer. Puis écoute, ça a pris 30 secondes. Je me suis ramassé dans le ditch. Je suis comme, wow, OK, là, c'est plus difficile que je pensais. Fait que, à un moment donné, là, j'ai pogné la twist. Puis là, je jouais. Puis j'étais comme, il me semble qu'il y avait de la musique dans ce jeu-là. Fait que, au début, là, tu joues pendant 1 minute, 2 minutes, il n'y a aucune musique. À un moment donné, boup, 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 à part, j'étais comme, OK. Mais c'est tellement le fun, ces petits rétro consoles-là, là, Oui. cool. Là. Fait que, Ben, tu c'est quoi qui sais, est c'est le genre ton arcade d'affaire en qui est. arrière? C'est quoi Là, ton arcade? c'est Alien versus Predator présentement, Oh, un wow, jeu ça, d'arcade de Capcom. il va falloir que je vienne jouer à ça. J'ai jamais joué à ça. Ouais. Hey, puis, by the way, j'ai fait une erreur. J'ai dit que c'était Rare qui avait fait Rad Racer. C'est Square, en fait. OK. C'est ceux qui ont éventuellement fait Final Fantasy également. Ah, OK. Mais oui, c'est le fun, cette console-là. Je te dirais qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont mieux laissés dans le passé. Là. Non, ça, c'est sûr. Mais tu sais, pour jouer avec des chums, comme, au New Jersey Overcon, comme je disais la semaine passée, j'ai joué avec Martin à Super Double Dragon sur le Super Nintendo. Puis on avait vraiment du fun pour vrai. C'était pas forçant. Oui. Mais je trouve qu'au NES original, au 8 bits, il y a une poignée de jeux que tu peux revisiter et faire wow. Là. Mais le reste, c'est ouf, c'est des produits de leur temps. T'sais. Oui, c'est ça. Mais c'est le fun quand même. Écoute, je passerai 1 semaine assis. Hey, je pense que je vais voler ton affaire, me l'amener à Barcelone. Non, je ne ferai pas ça. Mais Ben, tu peux. je pense Tu peux. je n'aurai pas le temps de jouer à des jeux vidéo à Barcelone. Ah, puis ouais, puis on sait jamais ce qu'ils font avec les bagages aussi, puis c'est plus trouvable, cette petite machine. Ouais, c'est ça. Fait que non, merci. Donc voilà, c'était le fun de jouer à un petit jeu. On pourrait refaire ça une fois de temps en temps, des Game-moi ça pourrait Ben être. oui. Ça peut être Un genre de limited series sur notre podcast, 2-3 fois par année, je vais te pitcher de quoi à un moment donné. Puis, je te promets de jamais t'infliger Friday the 13th, man. Ça, c'est pas le fun. Ouf, un jeu de Atlas qui a été publié par LJN, là, le fameux arc-en-ciel, qui était l'étampe de marde. Si tu voyais l'arc-en-ciel LJN, tu savais que tu n'aurais pas un bon moment. T'sais. C'est comme dans les années 2000 avec VVS, là, Videoville Showtime. Là, quand tu avais ça avec le vidéo, tu faisais comme ah mon Dieu, ça va être poche. Mais maintenant, ils ont réussi à comme à partir ça mieux. Puis quand tu as un film distribué par VVS au Québec ou quoi que ce soit, ça peut être très correct. Puis ils ont même des gros titres, mais avant, c'était la C'était traduction lourd. terriblement mauvaise. C'était des films d'horreur cheap. Écoute, ça marchait pas pantoute. Mais bon, on n'est pas pour parler de VVS. Là, je veux qu'on parle de Black Fun Film et de Vicious Fun que tu as visionné avec mon Blu-ray cette semaine. Donc, Ouais. vas-y, mon Steph, Vicious Fun. La première chose qui me vient à l'idée quand je pense à mon visionnement de Vicious Fun, Steve, c'est sympathique mais inégal. OK. C'est un film sympathique, c'est un film qui est très bien filmé, qui a du budget. Ça paraît, ils ont mis la gomme quand même. Là, puis je trouve que le set design est super. C'est l'histoire d'un gars qui est un critique de films d'horreur dans les années 80, qui se ramasse bien malgré lui dans une genre de salle pour les alcooliques anonymes, mais c'est des tueurs en série anonymes. Ouais. Puis il se ramasse bien malgré lui là-dedans, puis il essaie de se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Puis en gros, c'est l'histoire de l'interaction entre lui puis les tueurs aux séries. Les tueurs en série autour de la table ronde, on va dire.
c'est supposé se passer dans les années 80. Ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. Mais c'est ce que le film nous fait comprendre. Il y a un enregistreur cassette, il y a un répondeur en bois stratifié sur le comptoir, les véhicules, la musique qui joue, comment les gens sont habillés. D'ailleurs, le personnage de Evan Marsh, qui a le manteau de Marty McFly. Fait que, tu sais, c'est correct de s'appuyer sur les années 80, mais quand c'est trop forcé comme ça, moi, ça me turn off un peu. Okay. De dire, regardez comment c'est années 80, regardez ça, checkez ça. Ils te le mettent beaucoup dans la face. Puis le film est trop beau pour être convaincant d'être un film des années 80. C'est trop beau, c'est trop léché, c'est trop propre, c'est trop bien éclairé. Si tu vas aller dans un setting des 80s, à mon avis, salis ton image un petit peu, puis rends ça un peu moins parfait. Surtout dans le cas d'un film que je peux dire, oui, il y a du budget, mais c'est un film de série B quand même. Là. Oui. Puis, je trouve que le personnage de Joel, joué par Evan Marsh, que je mentionnais, il overact. Ça m'a aussi dérangé. C'est un des personnages les plus faibles du film, je trouve. Puis pourtant, l'histoire puis le plot tournent autour de lui. Et d'une autre tueuse qui fait partie de la table ronde, qui s'appelle Carrie. Elle, c'est une tueuse de tueurs en série, puis elle les pourchasse, puis elle les élimine un par un. Fille de Montréal. Je ne savais pas ça. Je parle français. Ah oui? Ouais. Non, tu ne me coupes pas, man. Écoute, c'est intéressant comme fun fact. Je n'avais pas regardé de fun fact, je t'avoue là-dessus. Mais parmi le groupe, il y a David Koechner qui est là. David Koechner, ce gars-là, il joue Todd Packer dans The Office. Puis Todd Packer dans The Office, c'était un chum de vente à Michael Scott. Pour ceux qui connaissent The Office, vous savez de quoi je parle. Il vole le show quand lui, il m'a fait rire. Lui, il était écœurant, puis je trouve qu'il... Comment je peux dire ça? Il sort du lot, mais pas de la bonne manière, parce qu'il est comme trop hot. Puis les autres, c'est comme Robert Maillet, Kurgan, qui joue Mike. Il a de la misère, il s'enfarge dans son dialogue, puis... il y a un gros accent francophone, c'est pas de sa faute. C'est juste que j'ai de la misère à croire qu'il s'appelle Mike. Puis, Comment t'as trouvé Julian? C'est Richard? Julian, c'est quoi son nom? Celui qui joue Robert, tu parles? Celui qui est en clown, là, genre qu'on voit, c'est un acteur comme canadien qu'on voit dans plusieurs... C'est Julian Richings. Richings, ok, merci. Ouais, très bon Julian Richings. Ouais. Moi, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que, tu sais, moi, j'avais pas vu de bande-annonce du film. J'ai vu le film au Blood in the Snow. Il y a un épisode de Sur la route, justement, où est-ce qu'on était au festival. Et lui, il joue toujours des rôles de gars un peu weird, très introverti, qui a l'air d'un tueur en série. Dans son dernier film, là, Anything for Jackson, qui est un nasty de bon film. Je ne sais pas si tu l'as vu, Stéphane, ou pas. Non, ça me dit rien. Un film canadien de Super Channel, un peu low budget, mais avec quand même un peu de budget, mais il n'y a pas 1 million de budget, whatever. Il est très, très comme ça. Et là-dedans, quand tu se découvres en tant que clown fucké, j'étais comme « Oh, wow! » Tu sais, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, puis tu sais, le gars, il a le physique de l'emploi aussi, où est-ce que tu le regardes, puis tu dis, il y a de quoi qui tourne pas rond avec ce gars-là. Dès que tu le vois assis à la chaise, il prend des notes, puis là, il vire de bord, puis son personnage se transforme, puis c'est une performance complètement opposée. Fait que c'est cool parce que Julian, il joue c'est vraiment des antipodes, ces personnages. Un ingénieur introverti qui prend des notes puis qui planifie ses meurtres. La switch vient à on, puis il devient un genre de semi-clown. On s'entend que le côté clown n'a pas été bien avancé. Là. Il y a un peu de fond de teint puis de la poudre à bébé, ça gueule, mais à part ça, pas grand-chose qui dit que c'est un clown. Je trouve ça long. Je trouve qu'il y a un petit peu trop d'exposition. Il aurait pu shaver un 15 minutes sur le film. Je dis oui, on l'a compris. Là. On l'a compris, c'est quoi le plot. On l'a compris que Joel est supposé être un minable, le gars qui pogne pas, mais il pousse puis il étire ces scènes-là. Tu vois, s'il avait enlevé 15 minutes, Steve, où est-ce qu'il serait le film? Dans notre Sweet Spot. Il serait à 80 minutes bien pile. Là, c'était 1h35. Il essaye fort d'être drôle, ce film-là. Il réussit parfois. Dans le poste de police, très bon. Vraiment. Là, tout le monde a une moustache. Puis il s'appuie là-dessus encore une fois, puis il pousse. Mais là, je trouvais ça drôle parce que les acteurs qui jouaient les policiers étaient tous convaincants à leur manière. Puis Robert, qui est comme le chef des tueurs en série, arrive déguisé dans le poste de police comme un enquêteur spécial. Puis il a une fake moustache, mais tellement mal chiée. Puis
là, j'étais comme, dès que je le vois, je fais, bon, ils vont pas tomber dans le piège, tu sais. Puis justement, Joel, quand il le voit, il dit, That's a fake mustache. Puis là, j'ai parti à rire, tu sais. Le meurtre de Packer, là, David Koechner, le gars avec les yeux croches dans The Office, man, il se fait fucking brutaliser. Puis sais-tu quoi? Je me fais un petit high five. Je me tape dans le dos comme Barry Horowitz. OK? Tu te rappelles-tu de Barry Horowitz? Ben oui. Un jobber par excellence avec Brooklyn Brother. Un jobber de luxe, disons-le. Il est en train de parler dans le corridor, puis je dis, OK, il est mort. Il est mort parce que, il coûte cher, cet acteur-là, puis ils ne peuvent pas le laisser trop longtemps d'avoir trop de screen time parce que son cachet va monter. J'oublie ça. Là, il y a trop de lignes de dialogue. Puis ce gars-là, il a joué dans Krampus aussi, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que oui. Il se fait violemment tuer là-dedans aussi. Puis là, je disais, si tu oublies ça, il est mort. Puis comme j'ai dit, il est mort, il se fait slicer l'intestin, puis il se fait crisser une seringue dans l'œil. Sa mort est vraiment drôle. Fait que c'est ça, c'était sympathique, mais inégal. C'est vraiment là que je peux placer ce film-là là, dans mon analyse de gars qui écoutent des films. Fait que ton analyse de gars qui écoute des films, il donne combien de yeux? Parce que là, ça m'intrigue. Écoute, je vacille, Steve. Là, je suis comme ambivalent entre 2.5 et 3. J'ai pas fait ma décision encore, mais c'est parce que c'est pas. J'ai mieux aimé Smile, puis Smile a 3. Puis oublie pas, notre rating table, c'est des films qui compétitionnent entre eux. C'est pas un rating global. Fait que je peux pas le mettre égal ou plus haut que Smile. Fait que je vais lui donner 2.5 yeux, ce qui est quand même pas mauvais. C'est un film moyen. Ah, écoute. Moi, il y a peut-être l'ambiance aussi. Moi, j'ai vu ça, comme je te dis, au Blood in the Snow. On venait ça faisait 24 heures qu'on était debout. On était parti comme à minuit. On avait roulé jusqu'à Toronto. On avait tourné le matin. On a été voir la tombe de George Romero. Après, on était mangé au Stormcrow Manor. On a pris possession de notre hôtel de marde qui s'appelait le Dragon Inn à Toronto. C'était dégueulasse. Et on était au Blood in the Snow voir le film le soir. Puis là, je me disais, man, faut pas que je m'endorme. Je connais plein de monde ici, là. La gang de Black Phone, tout le monde est là. Ça va avoir l'air complètement ridicule. J'ai même pas passé proche de m'endormir tellement que j'ai été diverti en regardant le film. Moi, j'ai ri du début à la fin. J'ai passé un asti de bon moment. Si je le réécouterais, peut-être que j'aurais l'opinion que tu as là, en fait. Ouais, puis tu sais, je trash pas le film. Je trash pas le film parce qu'il est bien fait, mais moi, il y a des affaires qui m'irritent. Puis là, il y en avait plusieurs qui étaient combinées ensemble, qui fait que je peux pas lui donner une note plus haute que ça. Moi, je l'ai regardé inversement à toi. Je l'ai regardé à 6 h du matin. Puis, je suis quelqu'un de très matinal, moi. Je suis très, très vif le matin. Moi, c'est le soir que je commence à casser. Là, moi, mettons, aller au cinéma à 9h30, là, oublie ça, c'est une légende. Ça n'existe plus, ça. Fait que, tu sais, j'étais quand même dedans. Puis, j'avais vraiment une face, tu sais, le emoji avec les yeux drettes puis la bouche drette, là. J'étais vraiment de même, puis j'étais comme, faites-moi rire, là, je suis ouvert, là, puis heureusement, Koechner m'a fait rire plusieurs fois. Robert, il m'a fait rire quelques fois, puis les policiers aussi. Mais dans l'ensemble, Joel, il me tapait ses nerfs comme personnage. Tu sais, je le trouvais trop épais, trop loser. C'était comme un Scream Queen un peu mal acté. Tu sais, mettons, c'était un Scream Queen mâle très loin de Mark Patton dans Nightmare on Elm Street 2. Là. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est dur à battre, en fait. Malgré il est solide, man. Solide, Mark Patton. Ça a été très difficile pour lui suite à ce film-là, Mark Patton. Mais voilà. Fait qu'un 2.5. Oh, hey Stéphane, on ne te voit plus. Ah, là, on le voit. C'est peut-être bon, ça. Ça va peut-être augmenter le code d'écoute. Wow. OK. Fait que là, comment on. Hey, moi j'ai pas eu le temps de continuer à Hellraiser 3. Tant mieux pour toi, man. C'est bon, ça. Il me reste environ, je pense, là, comme 35 minutes à regarder. Ça va être un 35 minutes qui va avoir de l'air de 2 heures, je te le dis tout de suite. Je pense pas, non? Je trouve ça comme correct, divertissant, correct. Peut-être si je continue à te dire que c'est l'épais film de l'histoire, tu vas tout le temps être un peu content parce que ça va être moins épais que tu pensais. Tu vois, mercredi, quand on était au restaurant avec Vincent, justement, puis Martin, Vincent m'a dit que l'année dernière, il s'est tapé toutes les Hellraiser, puis qu'après le 3, il a trouvé ça assez difficile. Fait que j'ai hâte de voir la suite des choses, mais bon. Voilà, c'est ça.
Semaine prochaine? Ouais, semaine prochaine, toi, tu vas être loin. Je pense que tu vas encore être à Barcelone dans ta vie de jet-set de gars qui regarde tout le monde d'en haut, c'est ça? Ouais. Va falloir se trouver un temps pour enregistrer le show parce que là, je sais pas quand est-ce que je vais avoir la disponibilité. C'est le time zone qui est différent. Il y a Ouais, c'est 6 ça. heures de décalage. Si on enregistre à 6 heures le soir, ben, il est minuit pour moi. Puis si on enregistre juste ça à midi, ben là, il est 6 heures le soir. Mais peut-être qu'on peut se trouver un genre de compromis comme ça qui pourrait être pas pire. On n'a jamais manqué un rendez-vous à date, Steve, parce qu'on aime trop notre monde. Qu'est-ce que tu veux? Effectivement. On est dévoué, puis on est tellement dévoué que, vu ton timing de voyage, ben, c'est garanti qu'avant fin mai, vous allez savoir c'est quoi notre fameux projet. Là. Oui, effectivement. Oui, on travaille là-dessus très bien pour ce fameux projet que j'ai hâte de dévoiler. Seigneur, t'es pas tout seul. Là, je l'ai vraiment, je visualise tout notre setup, puis je suis tanné de teaser nos pauvres auditeurs. Là. Il y a des gens qui m'écrivent, des gars, tu peux me le dire. Là. Non. Je peux pas faire ça. Yes. Fait que là, je te ferai écouter un autre film pour la semaine prochaine. Puis je pense que je te ferai regarder un film Gracieuseté de Martin. Martin m'a donné ça. Je me dis, Stéphane, tu pourrais regarder ça. Hey, ça va être assez bon. Là. Hein? Girls School Screamers. Mais quand tu dis regarder ça, tu veux dire la pochette parce que c'est déjà fait ça. Moi, je peux arrêter là, puis je serai pas déçu, puis je te parlerai un peu du hardstyle. Ok, attends une minute, là, je viens de voir, il y a un logo en arrière de Trauma en arrière de ça. Ça fait que c'est distribué par Vinegar Syndrome, mais de base, ça vient de qu'est-ce que je vois de Trauma. Fait que, et il est 86 minutes dans notre sweet spot. OK, bon, à date, Fait ça que, va. Là, il y a plusieurs choses que j'aime. Trauma en partant. Ouais. Puis d'ailleurs, 84, t'as dit tantôt, c'est la même Ouais. année que Toxic Avenger. Ouais, ils ont peut-être distribué ce film-là. Peut-être Trauma ont acheté les droits pour le distribuer et là, Vinegar Syndrome ont refait voyons. Ils l'ont remis beau, là. Le transfert. Restauration, merci, Ouais. transfert, restauration. Fait que je vais m'arranger pour voir si je peux pas venir te porter ça. Ah, ce serait cool, man. Une belle occasion de te voir en même temps, mon Steve, ouais. avant que tu meurs dans ton... Ah non, t'es avec ta femme, faut pas que je te souhaite ça, Colin. C'est épouvantable. Ben non, c'est ça. Non, en fait, je m'en vais pour le travail. C'est juste que j'extensionne mon stay un peu plus longtemps pour pouvoir profiter de cette merveilleuse ville de Barcelone. Ramène de la 43, s'il vous plaît. Oui, j'y compte très bien. Une belle bouteille de 43 que je vais ramener. Au début du show, je te parlais que, bon, tout le monde sait, là, j'ai été voir Evil Dead Rise. Donald Plante est avec nous. Fait que j'ai dit à Donald, hey, tu viens de sortir une nouvelle chronique. On n'était pas capable de se timer cette semaine pour quand est-ce qu'on enregistrait ça. Fait qu'on a profité à la fin du film pour enregistrer cette petite chronique-là. Fait que, tu veux-tu voir les bouettes que Donald a regardées cette semaine? Non. Ben, dans le dernier mot. Non? Ben, tu vas le voir pareil. Donc, on vient de sortir de Evil Dead Rise. Puis qu'on s'est dit, pourquoi pas être original et faire l'horreur de B à Z ici. Donc, Donald, je vais te laisser nous parler de la marde que tu as regardée. Ouais. C'est pas vrai. Non, il y en a tout le temps des plates, puis des meilleurs. Là. Mais oui, on a fait 5 films. Il y a eu Alive en premier, qui est un film de mort-vivant. C'est un couple et une petite sœur qui ils essaient de survivre dans un monde de mort-vivant. Puis ils tombent sur un groupe religieux qui survit puis qui leur offre le gîte. Puis comme dans n'importe quel film d'horreur, de mort-vivant, la chicane pogne. Et au début, on développe pas vraiment les personnages, ça prend du temps. Puis quand ça s'en vient, ben on arrête l'action pendant longtemps. Fait il y a vraiment des temps morts dans ce film-là. Mais ils ont fait leur possible. Les maquillages sont corrects. Mais ouais, c'était moyen. Mais c'est ça. Ensuite, on a vu aussi Ape vs Mecha Ape, qui est la suite de Ape vs Monster, qui sont des rip-offs de Godzilla vs Kong. Le premier était assez décevant parce qu'il y avait honnêtement juste 15 secondes de combat entre les deux créatures, là, vraiment là, chronométré. Mais le deuxième, il était pas mal plus intéressant. Les personnages étaient plus développés, puis il y avait vraiment plus de combats. Là, c'est ça, c'est dans le 2, ils sont prêts avec le gorille, puis ils construisent un mecha Ape, mais ça vire mal, fait que c'est sûr, c'est le gorille qui doit sauver la ville. Fait que c'est ça, c'est quand même bien, c'est du CGI de Asylum Factory, mais c'était pas mal meilleur que le premier, c'est divertissant.
Il y a eu Free to Have Bad Home, qui est un film d'anthologie. Ah, ça, j'aime ça. Les anthologies, j'aime ça habituellement. Mais c'est pas facile de faire des anthologies indépendantes, en tout cas des bonnes. Celle-là, dans le fond, c'est 3 inconnus qui vivent 3 histoires différentes, mais sont toutes reliées parce qu'ils ont trouvé des objets qui sont maudits, qui sont laissés dans une boîte Free to a Good Home. Mais c'est pas vraiment intéressant, il n'y a pas vraiment de développement, puis ça prend vraiment du temps. C'est un film de 80 minutes, puis on s'ennuie pareil. Puis à la fin, on finit par comprendre c'est quoi l'histoire autour de ça, mais on a juste hâte de voir le générique de la fin. Là. Lui, j'ai donné un 0.5 sur 5. Là. Oh, boy. Ça, c'est un 6 ma marde, hein? Ouais. C'est celui qui était moins bon cette fois-ci. Pour les meilleurs, il y a Amityville Death House. Wow. Amityville Death Toilet, voyons. OK. Il y a du même réalisateur que la série de Death Toilet, 1, 2, 3, 4, mais c'est pas relié. C'est quand même tourné dans la même maison, la même salle de bain, avec les mêmes acteurs. Le réalisateur joue encore un petit rôle, puis comme dans le Death Toilet, il meurt tué sa bolle de toilette. Puis c'est ça, c'est le maire d'Amityville qui est un spécialiste de paranormal pour enquêter sur le phénomène, puis l'arrêter. Puis il y a un podcast qui se filme, puis pendant une bonne partie du temps, il se filme en train de jaser, puis il est dans la maison. C'est un peu long, mais la fin est vraiment délicieuse. Là. C'est vraiment un vrai film de prout, là, avec des vrais proutes d'acteurs. Là. Une bonne fin délicieuse sur une toilette, Ouais, c'est le fun, c'est ça? ça. Okay. Ça, c'était vraiment chouette. Puis le 5e, on a fait The Shaolin Monkeys, qui en a présenté, qui a été présenté au Nuit de la 4e dimension. Oui. Puis c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est un film, un nanar taïwanais de Kung Fu. C'est 2 sœurs expertes en arts martiaux qui se vengent contre un empereur qui a tué leur famille. Puis là-dedans, il y a 2 gorilles méchants qui font du Kung Fu Shaolin. T'as des perruques, des sorcières avec des longues langues qui se battent avec. Les maquillages sont ridicules, les chorégraphies n'ont aucun sens. Les effets sonores, ils n'ont juste pas de sens, puis des fois, ils sont pas au bon moment. C'est vraiment tout exagéré, mais c'est vraiment délicieux comme film. C'est vraiment très drôle, on s'ennuie pas une seconde. C'est un film récent? Non, ça date de 1977. Oh boy! Mais okay. C'est une nouvelle restauration qui fait le tour des festivals, puis qui est sorti avec Vinegar Syndrome. Good! Ouais. C'est bon. comme ça. Alright. Ouais. Fait qu'on se revoit le mois prochain ou peut-être dans 2 mois. Ouais. Ça. Parfait. Et sinon, allez pas regarder le point 5. Là, c'est quoi? Ouais. C'est lequel? Free to Have Bad Home. Ouais. Son truc de méga Shark, je sais pas trop quoi, qui fait une référence à Kong versus Godzilla, qui a donné 0.5 sur 5. Pour que Donald donne 0.5 sur 5 à quelque chose, ça doit être méchant. C'est probablement utilisé comme instrument de torture en Thaïlande, ce film-là. Là. Oublie ça, man. Là. Non. Fuck off. Puis d'ailleurs, Donald, il en parle, puis son ton est tellement égal que je ne sais jamais quelle note qu'il va donner parce qu'il a tout le temps le même delivery. T'sais. Il est assez constant, on va dire. Ouais, puis là, je ne m'attendais pas aussi bas, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aurais même pas mis de chiffres sur un film de même. Là. Ouais, ben, il a donné 7 sur 10 pour Evil Dead Rise. C'est quand même une bonne note. Vous voyez, honnête, les notes c'est peut-être pas assez mauvais pour lui. C'est peut-être pour ça. Ah, c'est sûrement pour ça. Le gars, il a out au film, juste parenthèse, Steve, il a out au film Amityville Backpack. Fait que, tu sais, quand j'écoute ces notes, je fais ah oui, Donald, oui, OK. On conclut cet épisode sur cette belle pensée. De toi, Stéphane. Fait que là, il faut se timer la semaine prochaine pour se parler. Puis pouvoir avoir un petit show pour être steady et pas manquer une semaine parce qu'on aime nos démons. Oui, effectivement, ça va se faire. J'ai bien hâte. Puis j'ai aussi hâte avec sur quoi on va closer présentement, qui est l'entrevue avec Lee Cronin. Ben oui, parlant de démons. Et voilà. Hein?
Parlant de démons, Evil Dead Rise, nos démons, l'entrevue avec les Cronin, Evil Dead Rise, tout marche cette semaine. Le Ouais. Fangoria, Daniel qui en parle. Le cercle est complet, Steve. Ouais. Fait qu'on close ça là-dessus. Pour ceux qui se posaient la question, Infamous Horror, c'est un site web d'horreur, de news qu'on gère avec. On est plusieurs à gérer ça. Et Martin a réussi à rentrer en contact avec Warner Brothers et avoir un super advance screening le 6 avril dernier pour nous. Donc, c'est Christopher Hamilton, qui est un ami et un fan de Evil Dead et qui fait partie de la gang d'Infamous Horror, qui a été voir le film et il a pu ensuite faire une entrevue avec Lee Cronin, ce qui est très cool. Fait qu'on vous laisse là-dessus, puis on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Welcome, everyone, to a very special episode of Hail to the Deadites. I have here with me the writer and director of the Groovalicious newest entry into the Evil Dead franchise, Evil Dead Rise, Lee Cronin. Hi, Lee. Hello how there. you doing? Hey, Groovalicious. What a line. I love that. Dude, I'm doing good, thank you. Glad to hear it. Dude, this movie, I have been so excited to see since the moment. I remember the tweet that you posted of you, I believe, at the Mystic Museum. Yeah. Little hand Evil grabbing Dead my 1 throat. poster. Yeah. And I was like, oh my God, I instantly followed. I was so excited. Couldn't I wait? Been following every nugget of news I could leading up to the release. And also, like, thank you, Warner Brothers and New Line Cinema, for releasing this in theaters the way it's meant to be seen, because, oh my God, this movie is going to rock people's worlds, man. You did a phenomenal job with this. Very kind. Thank you so much. Exceeded my expectations. Oh, that's really, really nice to hear, man. Yeah, we put the pedal to the metal, and I think when you make an Evil Dead movie, you've got to, you can't leave anything on the pitch, and that was kind of my attitude in making it. It's like, really, given the opportunity, you've got to like go for it big time. Yeah. And so far, people seem to be responding to the movie in those terms, and having a fun time. I think that's thing. It's a super scary movie, but I wanted it to be an entertaining roller coaster. I thought that was really important. And probably has, even though tonally it's still different, probably has the strongest links with something like Evil Dead 2, where it just goes and goes and goes and goes. But yeah, it's exciting that I said, fans like you and other fans are vibing with what I tried to create. Right on, and I totally agree with that. And it's interesting that you mentioned the tone, because one of the questions I wanted to ask you was, how did you decide on what to make the tone for this movie? Because you have different pockets of the Evil Dead fandom where they view the franchise differently. You have people who look at Evil Dead as strictly horror. You have people that look at it as more comedic, and then you have people that look at it as a marriage between the two. And me personally, I feel like this film, as a viewer and as a fan, it kind of fits the vibe of Evil Dead 1 and Evil Dead 2, because I've noticed a lot of reviews where some people are saying it's completely serious, but I've also seen other people say, yeah, it's hilarious. And so I was curious, how did you decide to strike that perfect balance and tone? Yeah, it's actually interesting, just taking one of the things you said there about people actually viewing it in different ways, because people that view it as super serious, I kind of agree with less. I never tried to create the movie that way. I think some of that is followed through from the trailer, which is quite dark and scary. Yeah. But I remember thinking, when we did the world premiere at South by Southwest, I was so happy to hear rolls of laughter in the theater, like, and again, we did the European premiere here in Dublin last night, and again, like laughter at those kind of moments. And like, the tone was very simple for me, was make it dark, scary, entertaining, and then bring the levity in. And some of that levity comes through the over-the-top nature of the kills and the action, the scary kind of action and the horror. And then also I wanted there to be these kind of like one-liners, I wanted there to be these kind of like, no one's ever going to top groovy, you know what I mean? Or right, fair. Like, or Hail to the King, baby. Like you're never going to go there, but I wanted my versions, like my take on those type of things. And that's really, when you're writing, that's where the tonal balance starts to come in. You look at these ideas, and like, there's some lines and things that didn't make it, that went too far, like, that went too far, that had to get pulled out of the film and get pulled out in the edit.
And in a way, I knew I'd kind of given myself some parameters for the darkness versus humor. And then I just tried to calibrate that in post-production, really, and just try, because I always think with movie making, man, like, I think tone is the most important thing. I'll watch a bad movie, but if it does what it says on the tin, I'm pretty happy. Do you know what I mean? Like, I'll watch a full-on 3-star, you know, like, uninspired film, but if it's saying, hey, this is going to be about this, and I get that and the tone is right, like, that's a 5-star movie. You know what I mean? Like, I'm all about tone. It's so important. I totally get what you mean, because sometimes, unfortunately, you have moments where a movie comes out, and depending on the way it's marketed, whether it's video marketing or print marketing, they may make it seem like it's one thing, and then you see the movie and you're like, this is nothing like what I was expecting. And again, not to sound like a broken record, no pun intended, but what I love is that this film not only meets expectations, but exceeds them in terms of, like, whether you're an Evil Dead fan, you know what to expect out of Evil Dead from like past iterations. And you go there, man, and you go above and beyond. Or if you're just a general audience member, like, I feel like this movie hits the sweet spot of being perfect for casual fans, hardcore fans, and general audiences. And I was actually wanting to ask you, what inspired you to get into the art of filmmaking and cinema? And to piggyback off of that question, how did you go from The Hole in the Ground, which is an amazing movie, by the way? I watched it immediately after the announcement of you getting Evil Dead. I looked you up and I saw The Hole in the Ground, and I watched, and I was like, oh, we're good. I watched it. I was like, there's nothing no one needs to worry about. Like, watch this movie and you will see, like, this dude is going to do perfect with Evil Dead. And then I was also curious, and I'm sorry if I'm asking too many, like, it's all good. I might get you to review I might get you to just give me the summary of the questions again, so I can give you. But yeah, no, I keep going. Okay. The final part of that 3-part question was, did you get the job for Evil Dead before or after you worked with Sam on 50 States of Fright? And I love that question, because the assumption, we'll start with that part first. The assumption is that 50 States of Fright led to Evil Dead, but no, it didn't at all. We'd already done a deal, and I was already working on Evil Dead before we made 50 States of Fright. And so it was actually right after the Hole in the Ground premiere at Sundance. I met with Sam. He'd seen the movie at a press screening in LA, and he asked to meet me. And of course, Sam's on my Mount Rushmore of filmmakers, so I wanted to meet with him, and we talked about everything but Evil Dead at that point in time. And the whole time I was kind of itching, I was like rubbing my legs, going, when can I bring it up? Should I bring it up? And I was like, hey, what about Evil Dead? He goes, oh my God, we so badly want to do something new. But because The Hole in the Ground is tonally very different, he didn't realize that I was a fan at all, because The Hole in the Ground is like a little whisper at the back of your neck, and Evil Dead Rise is like a roar in your face. Like, they're tonally very different. And that was February 2019. And we went through the process of, I developed the story. We had multiple meetings. The guys then, as Hollywood goes, offered me a deal to write and direct the movie for them. That was in July of that year. And then Sam was making this show, 50 States, and I actually turned it down a couple of times because they had a bunch of different episodes and scripts. Really? And yeah, like, because I like to direct what I write. And it's the one and only time I've ever directed something I haven't written, although I did do some rewriting on it. But in the end, I was like, look, we're all friends here, and they brought me another script, which I liked. And I was like, you know what? It could be really fun to go to Canada for a few weeks and shoot something. And I suppose that helped, it kind of helped understand the process of working with Sam, which is supportive and there when you need him, which is what's great. Great at him as a producer, because he comes from a filmmaking background. He's not trying to crawl all over you or tell you what to do. In fact, that goes for all the guys. Like, they come from humble beginnings. And so they've been pushed around in the industry. They've survived, and therefore they actually try to not push you around. And which is great. Yeah, it's not something I've always experienced. Like, I used to work in advertising and make TV commercials, and it wasn't for me. And one of the things that used to drive me crazy was, you work and pitch and you win a job. And the moment you win the job, having jumped through all the hoops, the agency immediately don't trust you. And you're like, well, why did you hire me? But to be fair to the guys, they were kind of the opposite, in the sense that once I jumped through the hoops and showed them what it is that I wanted to do, they were like, Sam said to me one day, he's like,
take the Evil Dead car keys and bring it for a drive, you know? And I was like, I will, and I'm going to make sure I crash into loads of stuff along the way, because that's what you've got to do, right? Yeah. So yeah, they were really supportive. Movie making is not easy, you know. You have your ups and downs, you have your disagreements. Nothing is straightforward, but they backed the vision for the movie. They backed the approach for the movie, and that never really wavered. And I remember when it came to picture locking the film, I mean, like, we're done. And ultimately, yeah, there was differences of opinions about certain things, but the guys were like, ultimately, Lee, we're gonna give you the conch and you make the call, because it is your movie. Yeah. So I'm very grateful for that type of support. I have to say. I love that, because like you mentioned with what they've dealt with in the past, you do hear a lot of horror stories about that, where, you know, people make a film and it's their vision and their idea, and then there's too many cooks in the kitchen meddling with it, and then ultimately the final product is barely recognizable compared to the vision that you had. And one of the hilarious things to add to that is, anytime that happens, it never works out. So, no. Excuse me. So you'd be better just actually, even if you like, oh my God, this film is going to tank, at least let it be unique, rather than having a tank but also being a piece of shit. So it's like, yeah, if you hire someone, sure, if someone's really incompetent, fine. Then it's actually on you, producers and studio. Yeah. You haven't done your due diligence, but if you've done your due diligence and got someone on board, back their vision. I fully agree with that, man. The way to do it. More people need to take a note from you guys and do that. Speaking of your vision, I want to address something that in the fandom would be considered controversial, which is, for this movie, it is yet again another entry that doesn't focus on Ash Williams. Me personally, as a massive hardcore fan of the Evil Dead franchise, I'm fine with that. Like, because I agree with Bruce that the franchise is more about ordinary, everyday people fighting for survival against the Deadites, and not about Ash. And so I was just curious, how did it feel to work on a story that wasn't centered on Ash? I imagine it lifted a weight off your shoulders to not have to make an Ash-centered story. And what advice would you give to the hardcore fanboys out there who, with anybody's version of Evil Dead, where they're like, oh, I don't want to see it because it doesn't have Ash? No, the no Ash, no cash phrase, right? I was literally about to say that. Yes. Look, I can't change people's minds. They can either get on board or not. And thankfully, with Evil Dead fans, one of the things that I love, and being one myself, is actually people want different experiences. There's actually quite a low level of toxicity in the Evil Dead fan base. Like, it's quite minimal. And I always find it funny where people get hyped and be like, oh my God, there's no Ash in your movie. Ash was in Evil Dead 2013. I'm like, Ash is like a silhouette at the end of the fucking credits. Do you know what I mean? Like, let's not pretend that he's in the movie. And actually, you know, Bruce is in this movie, and I haven't shared this with anyone else. That might be Ash Williams. That could be Ash Williams, because let's remember, time can be traveled in an Evil Dead universe. Yes. It's funny you say that, and G, if you're listening, take your headphones off real quick, because like we were having a pre-discussion about it, but before you popped in, because I was curious, like, are the $50 still on the table? Because I caught it immediately, immediately, right? Because like his voice is so distinct, and like I also, the line that you gave him, I thought was perfect. I thought that fit him. And I have video of him recording that line as well over here in Ireland. And also Bruce did some Foley work for us as well. So when the eyeballs sequence and there's like sucking on an eye going on, part of that is Bruce eating an apple. He really wants to. Yeah, it's him. I've got video of that as well. Him just like laying down on this apple, in a Foley session. It's funny you said that, because that's also one of the questions I wanted to hit, which was the use of like sound and sound design. Like it's a two-parter. One is I saw after the fact in another interview where someone mentioned that this movie is very loud, and like I was like, was that just me? Because when I saw it last night, I felt like I was there being bombarded with everything that was going on. But in terms of Bruce doing sound work specifically, I know he's mentioned that he's kind of a nerd when it comes to being involved with sound.
related things, and I know he brought like a recording of original sound effects Yeah. to you to use for the movie. I was wondering Yeah. if you could touch on that a little bit, that and like the overall sound in general Yeah, for the film. So if we go right back to the beginning, like sound is obviously so important, Yeah. but I don't see it as something I do later. It's part of the writing process. So even in the screenplay, the first couple of lines in the screenplay, like the first bit of action description, is sound. It talks about what you see before we actually cut to picture, which ultimately ended up being the sound over the Warner Brothers and New Line Cinema logos. But that was on the page from the start, what I wanted it to be. So then I brought my sound designer in, and he was able to read the screenplay and also get a sense of how the movie, in my mind, sounded. And then Bruce, as you said, is a big sound nerd, so it was a real pleasure to get him involved. And again, just like the guys were, he wasn't like, leering over me. He came to Ireland, got to hang out, and I'd invite him in maybe twice a week for a couple of hours into our sound sessions, and we'd play stuff and have conversations and share some ideas. And I said we went to Foley sessions, and he did some sound effects for me. Very supportive. And I can't remember whether he offered or we asked, but ended up with a hard drive of all the original analog recordings from the Evil Dead. That's so awesome. Which is really cool. And they're in the movie. Some of them are buried and textural, and then some of them are very obvious. Like the film opens and closes with the sound of the original The fly. Yeah. Fly I is caught there. that, yeah. I kind of couldn't resist that. I love that. And even if you actually look at the trailer, we've got the original wind sound, which Bruce told me, like Sam woke up one night and couldn't sleep and heard this weird wind and went and recorded it back when they were like, staying wherever they were staying. I don't know whether they were shooting the movie or they were somewhere else, or maybe they were in prep on the movie, staying in some old rickety place, as was their wont with lack of money at the time. And Sam grabbed the Nagra and was like, that wind sounds really creepy, and went and recorded it. So that's in the movie. You hear some of that down in the underground vault where the book is found. Yeah. And then there's it's kind of hard because there's a lot of Easter eggs in the film, and quite a few of those are audio based as well. But yeah, Bruce is a really smart guy when it comes to sound, and very supportive, and very experienced. So it was really nice to have him involved in that part of the process. Love that. I also just want to say real quick, thank you for mentioning that story about when Sam recorded the wind, because my friends were giving me so much smack when they added Evil Dead content to Fortnite, and I was geeking out, going, oh my God, this is the sound in the cabin from the original movie. And I was like, and Sam like went out and like recorded it like that night, and that's how I got in the movie. And they were just making fun of me. And I'm like it's recorded history. Like I promise I'm not that nerd. Who's laughing now, huh? Who's laughing? Nice. Real quick, I wanted to talk about the setting and the characters. I love the fact that you took it out of the cabin and into the apartment. And also, I just want to apologize if any of my questions end up being like the same questions you've answered 50,000 times not at all. But I love how the apartment feels like the cabin. And I love, without going too much into spoiler territory, I love that the door feels like the cellar door. And I was just curious, like, how did you come to the decision about the apartment, and in terms of the characters, making it a grounded, emotional family drama? Yeah, the character part was very important. Like, that's what I hunted down before I even started to think about it being a scary movie. I had to find the people, the place, and the metaphor, and I knew that I wanted an audience to, because audience is so important to me, but I want that audience to like these people, because then when we put them through the grinder, for one, when we take them on that journey and we screw with their lives and we mess everything up, I think it's all the more powerful when you get to like those people and you get to know those people. Fully agreed. That was really, really important. And then I kind of viewed the apartment, like I just tried to break it down in my head a little bit like how it was in the other movies, which is like you are trapped in a cabin. In this case, you're trapped in an apartment, and you hit on it exactly that. Like, the front door is the cellar door, because I don't get to have a fruit cellar, although we do have a basement and a level below that basement. And then I saw the extension of the building in terms of the corridor, the elevator, the parking lot. That was like my forest to play in. Yeah. That's where I got to get out of the space and go somewhere else. But yeah, that's kind of how I viewed it. And I remember even like when I was writing early
like outlines and treatments and just trying to calibrate the story. At one point, I did utilize more floors in the building, and then remember kind of having discussions and thinking and being like, no, that's a zombie movie, that's not Evil Dead, right? Like, Evil Dead is take a group of people, lock them somewhere, isolate them, and then psychologically torment them. Like that's what it needed to be. So yeah, I think the sense of place and character are like kind of key, like really, really key to this story. And I'm really glad that people love the people on screen and love that family, because I do too. I invested a lot of time and emotion, and actually I can see her there saying Stephanie's #1 fan. And so I have to give a shout out to my niece Georgia, who couldn't come in and watch the movie last night, because here in Ireland we don't have R-rated, we've 18, so if something is 18 you can't see it. Wow. So she's like 14 and she couldn't come in and see the movie. But before I wrote Evil Dead, she gave me the idea for Stephanie, and she had the original Stephanie here last night. I rocked up to see my sister, rocked up to my sister's house, and little Georgia, she was probably like 9 years old at the time, and she loves horror movies and she loves that I'm into that world. And she's like, look what I made. So the scene in the film where Beth talks to Cassie and Cassie presents Stephanie to her, I had that exact conversation with my niece, and that's where it kind of came from. So yeah, I've got to give a little shout out to Georgia. Love that. I think we are pretty much out of time. So to close it, I just wanted to say, what are you most proud of with this film? Still being alive after it. I think, look, it's not a pride thing. I'm just really happy that people are vibing with my intent. You know, that's as a filmmaker, that's the greatest joy, is you make something and people get it. And the fact that, you know, people are going, this is so familiar, but it's fresh. That's what I wanted to achieve. I wanted it to be fresh and accessible, but also comforting despite the horror. Because first and foremost, like the prime thing for me was I want to make the fans happy, because I'm one, and I want to be happy. Yeah. And I also wanted to create an opportunity for people to experience watching a movie like this for the first time in their life. People that haven't seen anything like this before, I wanted them to experience what I did when I was 9 years old and saw the movies for the first time. So it's not pride exactly, but I'm relieved that that blend has worked and that people are, you know, vibing off that. And that's the thing that makes me happiest. I love that. And again, as a fan, you did a phenomenal job. Like this, I know other fans are gonna look at me like I'm speaking of blasphemy, but this might be my favorite entry. My favorite entry. I'll like, take seriously. That, dude. That's made my day. I loved it. You hit the nail on the head, or the head of the deadite with the chainsaw. Well, look, thank you, and thanks for your questions. And it was really nice to have this conversation. Likewise, thank you for having me, and thank you for taking the time to chit chat. I hope you have a groovy rest of the day, buddy. Thanks, dude. Take care. All the best.